Investigators now say they have identified at least one of the gunmen and have made arrests in Belgium. قتلى وجرح في هجوم مسلح في العاصمة الفرنسية باريس في واضح النهار. Weltweit hatte die Trauer gestern gleich 3 Farben: Blau, Weiß und Rot. New footage filmed inside the Bataclan concert hall has emerged. To find who these people are, who are their accomplices, who commanded carried out a them. series of deadly attacks across Paris on Friday night. 129 people were killed. À la une, où en est-on de l'enquête sur les attentats qui ont ensanglanté Paris? Qui étaient ces hommes, ces kamikazes? Several weapons have been found inside an abandoned. 129 people. Les attentats qui ont frappé Paris, les plus meurtriers de l'histoire de notre pays. فرنسا لا تزال على وقع صدمة العمل الإرهابي. الهجوم أوقع قتيلا وتسبب بإصابة شخصين آخرين بجروح. أعلنت السلطات الأمنية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين. هذا وأعلنت الحكومة الفرنسية رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها. هدوء حذر يسود في الشوارع الفرنسية. سكان كاركاسون يعودون لممارسة نشاطهم اليومي بشكل عادي بعد الحادث الإرهابي الذي ضرب متجر سوبر أو في 23 من مارس الماضي. لم يستسغ الفرنسيون بعد وقوع هجوم في هذا الركن الهادئ من التراب الفرنسي. شاب في مقتبل العمر يهاجم مركزاً للتسوق ويودي بحياة 3 أشخاص. تبين فيما بعد أن الشاب يدعى رضوان القديم وهو فرنسي من أصل مغربي. لتعود إلى الواجهة عدة تساؤلات حول مسلمي فرنسا وسياسة إدماج المهاجرين، تساؤلات يصل صداها إلى الصحافة والمنابر الإعلامية التي تنفخ في الأحداث وتزيد الفرنسيين توجساً، والضحية مسلمو فرنسا. وألا نسيء للآخرين. L'islamophobie, ça désigne la peur et l'hostilité envers les gens qui sont de confession musulmane, c'est tout. C'est l'équivalent de l'antisémitisme envers les gens de confession juive, par exemple, ou l'antiprotestantisme, des choses comme ça. Et donc, il faut bien savoir que le concept scientifique d'islamophobie, il existe depuis plusieurs décennies. D'abord, il est apparu dans des travaux d'ethnologues français. Ça a démarré en France, en réalité, l'utilisation de ce concept. On était au début du XXe siècle et vous avez des ethnologues qui faisaient des études de terrain dans les colonies françaises pour le compte de l'État. Et vous avez plusieurs publications dans lesquelles le concept d'islamophobie est utilisé. C'est à ce moment-là, et ça désigne déjà ce que je viens de vous dire. La définition centrale de l'islamophobie, c'est le fait de réduire quelqu'un à une essence religieuse. On appelle ça racialiser, altériser, ça veut dire essentialiser. Au fond, une personne n'est que musulmane quand elle est perçue comme ça. Vous voyez, et tous les racismes, toutes les formes de racisme repose sur le même processus, l'essentialisation. Pour ceux qui prétendent, il y en a quelques-uns, il y a des gens comme Gilles Kepel ou des gens comme Pascal Bruckner qui vous disent le concept d'islamophobie est une fabrication. Alors des fois ils vous disent une fabrication des frères musulmans, des fois ils vous disent c'est une fabrication des mollahs iraniens ou une fabrication des islamistes en général, pour pouvoir disqualifier et discréditer toute personne qui critique l'islamisme. هذا الاصطلاح ديال الاسلاموفوبيا جديد وقديم، ولكن استعماله جديد الى حد ما، ويجب ان يتعامل معه بنوع من الحيطه، لأنه ليس كل الغربيين يكرهون الإسلام والمسلمين، وليس كل المسلمين أو ليس أغلبية المسلمين يتصرفون بطريقة تجعل من الآخر يشوفهم باشمئزاز. Il suffit de passer 5 minutes, mais je dis bien 5 minutes, sur Google Scholar, en tapant islamophobie ou islamophobia pour avoir les résultats en langue anglaise, pour constater que ça fait des décennies et des décennies que vous avez pléthore d'articles scientifiques qui utilisent le concept d'islamophobie, et aussi des livres, une avalanche de livres, y compris et en particulier par des gens qui sont des chercheurs, qui sont des scientifiques, qui utilisent le concept d'islamophobie. Donc la controverse actuelle en France sur le fait de savoir si on peut parler d'islamophobie, qu'est-ce que ça veut dire au juste, etc. Mais attendez, c'est un concept scientifique de sciences humaines qui existe depuis plusieurs décennies et qui est utilisé dans des milliers d'articles de recherche. تعطى واحد المفهوم واحد المعنى لهذا المصطلح بحيث يكون نسبيا قريب من نوع من الحياديه في التعبير على الظاهره.
سجل المرصد الفرنسي في النصف الأول من السنة الفارطة 82 حالة عنف ضد المسلمين. أغلب هذه الاعتداءات شملت المساجد باعتبارها رمزاً من رموز الإسلام. Si on regarde l'histoire européenne, l'islamophobie, elle naît au moment des premiers contacts entre le monde chrétien et le monde arabo-musulman. Donc très tôt, dès le XIVe, le XVe siècle, il y a des poésies, des peintures, des récits d'écrivains, de voyageurs qui dépeignent un islam ou des musulmans totalement caricaturés. Quand on dénie le fait qu'il y ait une islamophobie qui existe, on en porte la responsabilité. Et je dirais qu'on en porte une double responsabilité. D'une part, on crée une injustice. Et d'autre part, on crée, je dirais, des phénomènes un peu de concurrence entre les populations. Par exemple, la question de l'antisémitisme est très préoccupante. Le problème, c'est que comme il n'y a pas, on va dire, autant de déni, du coup, il y a des relations parfois un peu conflictuelles, notamment chez des jeunes, entre de jeunes juifs et de jeunes musulmans, etc. Parce que certains ont le sentiment qu'on va beaucoup plus parler des rejets et des violences dont certains d'entre eux sont victimes et pas de tous. Et ça, c'est extrêmement grave aussi, c'est-à-dire qu'il faut être équitable dans la manière de rendre compte des différentes exclusions. حذر المرصد الفرنسي وعدة جمعيات أيضاً من ارتفاع الحقد المتدفق عبر شبكة الإنترنت تجاه المسلمين، ودعا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لكي لا يتم ربط الإسلام بالإرهاب. Il y a effectivement une recrudescence d'actes islamophobes contre des personnes, contre des lieux de culte, etc. Ça existe effectivement. Peut-on dire que la France est devenue islamophobe? Ce qui est certain, c'est que la question de l'islamophobie n'est pas combattue avec l'énergie et la détermination qu'elle mériterait. مسألة بديهية كما يقال، مسألة بديهية أن يكون نوع من الإسلاموفوبيا في فرنسا، ولكن حيت عندما تستقرأ الآراء ديال الناس تجد بأن هناك من يرى أن الإسلاموفوبيا هذه النظرة الكراهية للإسلام والمسلمين مهيمنة في الخطاب ديالو، وهناك من تجد من الناس من يقول أنهم لا يشعروا بشيء بخير، وبالعكس تجد من يقول أن الإسلام يتجدد ويتطور في فرنسا أكثر مما يتجدد ويتطور في بلاده الأصلية. Évidemment, on ne peut pas faire ce raccourci. On ne peut pas dire que la France est devenue islamophobe. Simplement, effectivement, alors, il faut d'abord relativiser dans le sens où on n'avait pas d'outils de pouvoir quantifier les actes islamophobes auparavant. Mais il est incontestable qu'ils ont augmenté. Là n'est pas la question. Simplement, je relativise simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont attentifs à ces actes-là, d'une part. D'autre part, on a des outils qu'on n'avait pas auparavant. Et puis, je pense que la société réagit aussi à une actualité internationale. Donc, ce n'est pas propre aux musulmans qui vivent en France. Il y a des sujets, justement, que les musulmans subissent et qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'international. Donc, effectivement, il y a une certaine crainte qui traverse les Français, de toute confession d'ailleurs, même les musulmans sont inquiets. Et puis, parfois, il y a des amalgames qui sont faits, mais de là à dire les Français sont islamophobes ou la France est islamophobe, je pense qu'on en est loin parce que quand il y a eu les attentats du 11 janvier, il y a eu quand même, je pense que là ça a été assez particulier, en tout cas ça a été bien remarqué, c'est que la population française et même son élite a quand même réagi en pensant aux musulmans. C'est-à-dire en pensant aux conséquences que ça allait avoir sur les musulmans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine, j'allais dire, une certaine crainte que les musulmans payent en fait ces actes de barbares, quoi, des gens qui sont isolés. Et donc là, voilà, il y a des contre-exemples qui prouvent que la société française n'est pas devenue islamophobe. تتعرض الأقلية المسلمة لهجوم إعلامي شرس
وحملات تضليلية كلما وقع حادث اعتداء أو عملية إرهابية في فرنسا، فيجدون أنفسهم أمام مد من الكراهية، وأحياناً تترجم على أرض الواقع إلى عنف. Une étude que je cite d'ailleurs dans mon livre, qui est une étude de l'Institut Montaigne dans le cadre de leur note consacrée à la possibilité d'un islam français. Et donc les enquêtes quantitatives qui ont été faites à cette occasion donnent des résultats qui sont absolument épouvantables. Vous avez environ la moitié des Français qui vous disent qu'ils réagiraient mal si leur enfant épousait quelqu'un de confession musulmane. La moitié. Vous avez approximativement autour de 20%, ça dépend des évaluations, mais vous avez autour de 20% des Français qui considèrent que la France est en guerre avec l'islam, pas avec le djihadisme, pas avec l'organisation État islamique, pas avec les islamistes, non, avec l'islam. Vous avez également une écrasante majorité de la population française qui considère que l'islam est une religion qui cherche à imposer ses règles, aux autres. L'islamophobie est une réalité qui touche à la question sociale. Parce que le rejet de l'autre, de manière générale, est amplifié quand l'autre est pauvre. Et au fond, l'islam, c'est l'islam du pauvre. Mais c'est aussi l'islam de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un ressort xénophobe qui se pose. Et ce ressort xénophobe, pour les xénophobes, que ce soit des Arabes, des Noirs ou des musulmans, c'est des autres. Et la question ne se pose pas trop de connaître la question, de séparer le religieux de l'origine. Pour eux, c'est à peu près la même chose. On est dans une domination de la société française par des valeurs et des idées préjugées qui sont de dire que les Français de confession musulmane sont présumés coupables de communautarisme, de rejet des valeurs républicaines et de sexisme et de rejet de la laïcité et d'incapacité à s'intégrer et d'absence de volonté de s'intégrer. Je rappelle par exemple que vous avez approximativement un quart des Français qui considèrent non seulement que la majorité de leurs compatriotes de confession musulmane ne sont pas intégrés, ce qui est faux, mais en plus que s'ils ne sont pas intégrés, c'est de leur faute. Vous voyez? Donc on a atteint une représentation collective dominante dans la société française qui est une représentation délirante de l'islam français et de la réalité des Français de confession musulmane. Cette représentation délirante, c'est ce que moi je qualifie, au sens strict donc, d'islamopsychose. Il y a à gauche, plutôt dans le champ politique situé à gauche en France, des formes d'islamophobie qui s'expriment mais qui ne relèvent pas directement ou seulement de la question de la xénophobie. Ça repose sur une hostilité à la religion avec une vieille tradition anticléricale. Ça repose sur une peur, des fois une crainte de la religion. Ça repose sur d'autres mécanismes que le mécanisme nationaliste. Alors est-ce que c'est une question religieuse qui se pose? Non. Ce n'est pas fondamentalement une question religieuse, c'est une question d'acceptation de l'autre, c'est une question d'ouverture, c'est une question d'inclusion, c'est une question de l'imaginaire commun, de l'imaginaire collectif. Et ça pose des questions de fond sur le fonctionnement de la société française. Et en France, il y a une philosophie qui est majoritaire dans le rapport à l'autre, c'est l'assimilationnisme. C'est une attente, c'est une injonction. Si on veut un peu généraliser comme ça, globalement elle est inquiète. Elle a les mêmes préoccupations que le reste de la société. Par exemple pour leurs enfants, ils sont inquiets pour leurs enfants. Ils sont inquiets parce qu'effectivement ils voient bien qu'il y a un environnement très anxiogène qui n'est pas du tout favorable à l'épanouissement de leurs enfants. Et ça les inquiète particulièrement. Ils sont inquiets par rapport aussi effectivement à tout ce qui se dit dans les médias et qui ne rassure pas. Et donc il y a une vraie inquiétude. Néanmoins, ils essayent de vivre, Aujourd'hui, on voit par exemple le développement de l'école privée. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de se prendre en charge
mais ça c'est dû aussi bien à l'image négative qu'ont les musulmans, mais aussi bien aux défaillances de l'éducation nationale en France. En fait, ces deux problématiques qui se posent font qu'aujourd'hui il y a une émergence d'écoles, par exemple, d'écoles privées, et qui répondent à ces besoins. Donc ça veut dire que la communauté musulmane n'est pas résignée, elle essaie de résoudre ces problèmes malgré le climat anxiogène. Pour devenir français, on est français sous conditions. On ne devient pas français comme ça. Et il y a des conditions culturelles. Et pour beaucoup de personnes, en France, le fait d'avoir une visibilité religieuse musulmane très visible, c'est contradictoire. C'est contradictoire avec l'appartenance nationale. شي حاجه مباشره ما كايناش، حاجه مباشره ما كايناش. كاين لو نون دي، فهمتيني؟ هذا لو نون دي. لو نون دي بحال نعطيك واحد المثال. دابا انا كنعمل في واحد البنك مسؤول، عندي لا بوسيبيليتي دو ريكروتي الا بغينا نسميو. يعني الاغلبيه ديال لي ستاجير اللي كيجوني ولا اللي كيطلبوا العمل اغلبيه فيهم مسلمين. ملي كنستقبلهم وتنتكلم معاهم ما تيجيهمش الجواب ملي كيمشيو يبعثوا لي انستيتيوشن فرونسيز، يعني جو ترافاي دون اون بانك دونك فوالا. وهاد المساله هادي جاتني ميم اون في فرونسيز كي كونفيرتي بالحجاب ديالها، وتكلمت معاها وقالت لي انا درت ستاج ديالها ديال لا فورماسيون ديالها ديال لا ليسونس في المغرب. خوها تيعرفها فرنسيه دوسوش يعني. هاد الامور واش نحطوه في النطاق ديال الاسلاموفوبيا ولا ديال هذا الله اعلم. شخصيا انا كنعتقد بلي ان كيقولوا الفرنساويين جو سو ان كا اتيبيك، ولكن هذا لا يعني انه لم الاحظ ولم ارى بعض التصرفات وهي قليله جدا ديال بعض الناس اللي تيشوفوا انك بما انك تسمى محمد وعندك واحد الهندام معين وواحد الطريقه معينه في العيش، انا كنت تحس انه انا شخصيا عندي هذه التجربه الخاصه انه كان دائما مفروض عليا انني نفرض نفسي بفضل الله ومنته. جمعنا شي بركه ديال المعرفه لانه قريت في الجامعه ودرت هذه شواهد من جامعه السوربون كذا، وبالتالي حيث كنت اتكلم مع الفرنسي في غالب الاحيان تجي تلقى نفسك مفروض عليك انك تقول انك دكتور في العلوم السياسيه وانك تفهم كذا وتعرف كذا وكذا، عاد تبدا كيشوف فيك واحد الشوفه اخرى. اما في البدايه وهذه القضيه وقعت لي شخصيا مع واحد الشخص تسلم معايا بقرون صباعه لانه شافني لابس واحد الجلابه ديال الصوفه وكذا، وبفضل الله بينت على انه راه عندهم هنا فرنسي تيقولوا ذاك المثل القائل لا بي نو في با لو موان، وظهر له ان ذاك اللي مخنش في ديك الجلابه البلديه راه تيعرف شويه الفلسفه وشويه السياسه وشويه الشعر وشويه الادب وشويه الفن وكذا، ربما افضل منه بكثير. والى جا شي تصرفات منه يعني خصنا نتقبلوها. حنا يعني تعودنا على هذا، يعني بعض المرات يكون فيه شتم يكون فيه ولكن مش كل الفرنسيين ضدنا، مش كل الفرنسيين معنا. فينا في من الفرنسيين مع المسلمين يعني يساندوهم ويكونوا معهم في السراء والضراء، وفيه طرف اخر وهذا ماشي في كل البلدان مش غير في بلداننا كذلك. فيه ناس يعني اللي ما يحبوا الاسلام وفيه ناس ما يحبوش الاسلام، وديننا يعني يقول لك لا إكراه في الدين، واحد خليه على راحته.
sœurs à moi qui ne travaillent plus, qui ont fait des grandes études et qui ne travaillent pas à cause du foulard, parce qu'elles ont fait le choix de garder leur foulard. Et on espère que ça va avancer, mais on voit que ça recule au contraire. Ça va être de plus en plus difficile. Donc si on a le choix de rester chez nous, parce que financièrement on peut, on fait le choix de garder notre foulard, on reste chez nous, il n'y a pas de problème. Mais financièrement ça devient de plus en plus difficile, la crise actuelle. Donc on est obligé quelque part d'aller travailler sur notre foulard. Et je trouve ça malheureux parce qu'un bout de tissu sur la tête, je ne vois pas ce que ça peut faire de mal vis-à-vis du regard des gens. C'est juste qu'on veut nous embêter, quoi. Moi, je le vis comme ça, malheureusement. Moi, je travaille, je sais, à l'hôpital, auprès des personnes malades. On a bien le droit de mettre des charlottes, on a bien le droit de, voilà, pourquoi pas avoir un petit foulard sur la tête. Tant que ça reste raisonnable et que, voilà, on ne va pas travailler avec le foulard entier, on peut mettre un petit bonnet. Même ça, ce n'est pas autorisé. Et c'est très difficile. Vous avez 13% des Français de confession musulmane qui ont déjà été insultés au motif de leur religion. C'est absolument colossal. Et vous en avez aussi toute une partie qui ont déjà été agressés, je dis bien agressés physiquement, du fait de leur confession musulmane. Donc la situation, on a atteint un point de bascule, je pense, et c'est une des thèses centrales de mes travaux sur l'islamopsychose. Pour moi, nous avons atteint un point de bascule extrêmement dangereux entre l'extrême diabolisation des Français de confession musulmane et le risque de persécution sous des formes nouvelles, en matière socio-économique notamment. Je ne vous parle pas du retour des camps ou ce genre de choses, je ne parle pas de ça. Je parle de formes nouvelles de persécution, en particulier en matière de discrimination extrême socio-économique qui ont d'ailleurs déjà commencé. Une femme à l'aéroport de Nantes a été obligée de retirer son hijab. En fait, c'était pas un hijab, c'était un foulard et c'est une dame qui n'était pas musulmane, elle avait un cancer, elle était en chimiothérapie. Donc elle a été humiliée par des agents de surveillance qui ont été sanctionnés derrière. Mais voilà l'exemple type d'une victime d'islamophobie qui n'est pas musulmane. La question du foulard qui est quelque chose qui revient régulièrement dans le débat public. En réalité, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui portent un foulard dont on a du mal à identifier s'il est religieux, s'il est juste esthétique, d'ailleurs, c'est souvent entre le turban, le foulard, etc. Le bandana, y compris, a été suspecté dans certains lycées d'être un signe religieux. Et bien entendu, on va surinterpréter ces signes selon l'origine de la personne. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Et quelque part, tout ce qui dramatise ces sujets-là nous éloigne finalement d'une vérité quelque part, c'est-à-dire d'une relation objective, et sur le fait que des gens, des femmes ou des hommes, pour différentes raisons, peuvent très bien aujourd'hui porter un signe religieux uniquement parce que leur foi et leur manière, je dirais, d'interpréter finalement leur foi leur propose ou leur impose de porter ces signes, mais sans qu'il y ait la moindre volonté, je dirais, d'être dans une relation conflictuelle avec quelqu'un qui ne les porterait pas, etc. هادشي ما نبغيوه لا بلادنا لا لخوتنا لا من غير خوتنا راه خوتنا في التراب خوتنا في واخا ماشي اسلاميين راه تنتعاملوا معهم راه حنا في بلادهم واجب علينا احترامهم واجب علينا نحترموا قانونهم ايوا باش نبدا واحد تيقتل واحد تيدي شويه خايبه سي ماشي معقول هذا للاسف باش نشوهوا الصوره ديال الدين وديال العرب وديال المسلمين هذه غير مقبوله صفه نهائيه. ترتفع الأصوات المنادية بالحد من المد الإسلامي داخل البلاد وضرورة كبح حريات المسلمين الذين تعتبرهم الأحزاب اليمينية المتطرفة عالة على المجتمع وخطرا داهم. يركب حزب الجبهة الوطنية لو فرون ناسيونال على موجة الشعبوية ويوجه أصابع الاتهام إلى الجالية المسلمة بفرنسا التي تصبح شماعة تعلق عليها كل مشاكل المجتمع الفرنسي من فقر وإجرام وندرة في فرص الشغل. En termes d'origine, ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place au niveau de l'histoire, de la longue histoire, je pense que l'islamophobie naît avec l'avènement de l'islam. Dès l'avènement de l'islam, l'affirmation de l'islam, il y a des personnes qui vont s'opposer, rejeter, caricaturer et sanctionner, stigmatiser, voire violenter ceux qui se définissaient comme musulmans.
Il y a plusieurs façons d'appréhender et d'analyser le port du voile, si on le fait sérieusement et non pas à partir de préjugés. Si on est du point de vue culturel et anthropologique, j'allais dire, en fait, du point de vue strictement culturel, on a affaire à une tradition qui a existé pendant des siècles tout autour du bassin méditerranéen, et dans ce cas-là, on sait au moins depuis le Claude Lévi-Strauss qu'il n'y a pas de jugement à porter en termes de hiérarchie des cultures. Bon, et dans ce cas-là, il n'y a pas à être pour ou contre, il y a simplement à constater une pratique culturelle traditionnelle. Bien. On peut le voir du point de vue, comment dire, on peut le voir du point de vue religieux. Du point de vue religieux, contrairement à ce que j'entends beaucoup, le port du voile n'est pas un symbole de soumission des femmes aux hommes. Ça n'est pas vrai. Sinon, d'ailleurs, les femmes, quand elles deviennent veuves, enlèveraient le hijab si elles le portent. Bien. Et pourtant, elles le gardent. Bien. Donc, ce n'est pas une soumission au mari ou à l'autorité masculine. Non. Non. En fait, si on s'intéresse au texte, si on s'intéresse aux motifs invoqués directement dans le Coran, en réalité, le port du voile est un symbole de pudeur et de chasteté. Et donc en réalité c'est un emblème au sens strict de puritanisme. Donc on peut être contre le port du voile par refus du puritanisme et en étant soi-même partisan de la libération sexuelle des femmes, comme un 68 art, et je dois vous avouer que c'est mon cas à titre personnel, vous voyez. On peut être contre pour ce motif-là. Mais être contre au nom de l'égalité homme-femme, en fait c'est hors sujet. Il y a l'approche anthropologique. L'approche anthropologique, c'est de dire le port du voile est une des manifestations, une manifestation parmi d'autres, du fait que les sociétés où il est pratiqué sont des sociétés patriarcales, dans lesquelles, c'est vrai, l'autorité dans la famille est exercée généralement par le mari. Et ça, c'est un constat. Et donc ça s'inscrit dans un schéma, dans une structure familiale qui est une structure familiale de type patriarcal. Et dans ce cas-là, ce qu'on doit constater, c'est que plus les conditions économiques, plus le développement économique s'accroît dans les pays où c'est porté, plus en réalité le port du voile devient un choix et n'est plus simplement ne s'inscrit plus dans simplement le phénomène patriarcal. Donc il y a déjà une évolution qui est en cours, par exemple d'ailleurs au Maroc. C'est très frappant de constater que vous avez toute une partie de la population féminine chez laquelle le port du voile disparaît, et vous en avez toute une partie chez lesquelles, au contraire, il augmente. Et donc ça, c'est quoi? C'est la polarisation des femmes choisissant par elles-mêmes parce que l'égalité homme-femme progresse au Maroc, notamment avec la réforme de la Moudawana, mais ça c'était il y a quelques années, je crois que ça y est même il y a plus de 10 ans. On peut être pour ou contre le port du voile par rapport à son propre système de valeurs, mais être contre le port du voile au nom de la laïcité, c'est hors sujet. Être contre le port du voile au nom de l'égalité homme-femme, c'est hors sujet. Et être pour l'interdiction du voile ou l'interdiction des vêtements, quels qu'ils soient, moi je pense que c'est une erreur fondamentale parce que ce n'est pas parce que vous désapprouvez la façon dont quelqu'un s'habille que vous devez réclamer l'interdiction du vêtement. On veut aussi pratiquer notre religion sans embêter les gens, mais sans qu'on nous embête non plus. Et ça, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile et l'avenir, il reste incertain. Donc c'est vrai que ça m'arrive de penser de retourner peut-être, moi je suis algérienne, de retourner en Algérie pour ça, par contre. المشكل اللي مطروح الآن هو مشكل ديال الإعلام، لأن باش نكونوا حاسمين في واحد الأمر، الشعب الفرنسي ليس بشعب يعني فيه الإسلاموفوبية، ولكن في فرنسا كاين اللي فيهم اللي كيمارسوا هذه الظاهرة. هذه مسألة لا تناقش، هذه مسألة يعني محسومة. Les médias
français ont une responsabilité dans la montée de l'islamopsychose, donc la représentation collective délirante et négative de ce qu'est l'islam français et de ce que sont les Français de confession musulmane. Mais sous plusieurs formes de responsabilité, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, vous avez une façon de traiter l'actualité liée à l'islam qui est très problématique chez une partie des chaînes télévisées. Pourquoi? Parce que, en fait, quand ils parlent de l'islam, en général, il y a eu un mort. Quelqu'un s'est fait égorger, ou il y a eu une bombe, ou il y a eu des attentats, ou il y a un imam autoproclamé que quasiment personne ne prend au sérieux parmi les Français de confession musulmane, qui a dit des sottises, entouré de la quelques dizaines ou des quelques centaines de types paumés qui croient que ce qu'il dit est intéressant, et qui va vous dire des sottises genre si tu danses, tu iras en enfer. Vous voyez? Bon. Ce qui est propos avec lequel il est évident que l'écrasante majorité des Français de confession musulmane ne sont pas d'accord. Vous voyez? Bien. Donc, il y a un effet de loupe, c'est-à-dire que les médias mainstream, en particulier audiovisuels, se focalisent sur les cas marginaux et spectaculaires. Il y a un certain nombre d'hebdomadaires, par exemple, de la presse française, pas tous, hein, mais un certain nombre, qui régulièrement font leur couverture sur le danger musulman, sur la menace musulmane, etc. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que je rappellerai juste une chose. Moi, je trouve que les mots sont très importants. Le terme média vient de médiation. À savoir, c'est d'instaurer une relation de médiation entre le journaliste et le public. Quand il y a des attentats, ou de manière générale quand il y a des morts violentes, vous avez certains médias, je pense en particulier à BFM TV, qui ont une tendance en fait à vous diffuser en boucle pendant des heures et des jours les images traumatisantes. En fait, ils en profitent pour vous diffuser du film d'horreur. Parce que, en fait, c'est épouvantable, c'est traumatisant, c'est très violent, c'est horrible, et ça fait de l'audience. Or, quand finalement des journalistes surfent sur une vague pour rajouter un climat anxiogène sur la question de l'islam et sur la question des musulmans, d'abord elles renoncent complètement à son éthique, le fait que média vient de médiation, et puis elle favorise, je dirais, les crispations, alors elles, extrêmement instrumentalisées par certains politiques, hein, beaucoup à droite, certains à gauche. Et ça, c'est irresponsable, parce que c'est une chose, et c'est totalement légitime, d'apporter l'information, voilà ce qui s'est passé, voilà les images, attention, elles sont choquantes. Ça, c'est une chose. Mais quelle est l'information supplémentaire quand vous diffusez pour la 8e heure d'affilée le charnier du Bataclan en boucle? Où est l'information supplémentaire? Il n'y en a pas. Il s'agit juste de faire du racolage morbide auprès du public. Et ça nourrit la psychose collective. Qu'il y a une forme d'irresponsabilité, quelque part, à, je dirais, profiter d'une stigmatisation, effectivement, des musulmans et de l'islam, avec une confusion d'ailleurs entre l'un et l'autre, hein, parce que ce n'était pas la même chose. Si on se focalise sur la presse écrite, il y a deux problèmes. Il y a l'islamopsychose passive et l'islamopsychose active. L'islamopsychose passive, ça consiste à avoir un contenu, des papiers, des articles, etc., qui ne posent pas particulièrement problème, mais un marketing pour les vendre, qui lui utilise les codes de la psychose. Je vous prends un exemple, il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, mais c'est récent en tout cas. Vous avez l'Obs qui a fait une couverture très maladroite. Ils ont fait la une sur le djihadisme,
Mais l'illustration en couverture, c'était une calligraphie de la shahada, c'est-à-dire la prière, la profession de foi de base de n'importe quel musulman. Donc, sujet sur le djihadisme, illustration, la shahada, il y a quelque chose qui ne va pas. Autre exemple, l'utilisation de codes de mise en scène de la couverture, pour lesquels, en gros, si je vous parle de l'islam, je vais voir une femme en burqa, ou je vais voir un barbu avec un air hostile, etc., etc. Et donc, en fait, on met les profils les plus inquiétants et les plus marginaux, en couverture, systématiquement. Et ça, c'est un problème. De toute façon, les médias, à partir du moment où ils prennent une certaine importance dans la société, ils ont forcément des responsabilités à assumer. La responsabilité, ce n'est pas la volonté de vouloir, je dirais, amplifier le phénomène d'islamophobie. Je ne pense pas que ce soit leurs intentions, ni même, je dirais, les conséquences de leurs actes. Par contre, ils contribuent à créer un climat qui favorise l'islamophobie. Mais de manière générale, oui, les médias dominants, les médias mainstream ont une responsabilité et un rôle direct dans la manière dont on cadre la question musulmane en France. Comment le sujet est posé, comment le sujet est traité, quelles sont les solutions qui sont envisagées, qui ont choisi dans un plateau de télévision pour parler d'un sujet, comment est-ce que les principaux concernés sont mis de côté, quelles lignes on privilégie. Le fait de répéter des propos de personnes qui justement sont racistes et qui sont forcément islamophobes sans prendre la précaution d'expliquer le cadre dans lequel, ou en tout cas d'où viennent ces informations-là est problématique. Le fait de ne pas suffisamment expliquer les choses, le burkini, d'où il vient, comment, etc., de faire des raccourcis, dans ce cas-là, oui, il y a une certaine responsabilité que les médias doivent prendre. قد يظهر هذه الظاهرة ديال الإسلاموفوبيا كظاهرة متجلية وكبيرة. إنما الرأيين موجودين في المجتمع الفرنسي عند المسلمين. كاين صعوبات لا شك فيها، كاين تيار سياسي سلعته كيقولوا فوند كوميرس ديالو هو هذا الصراع او هذا الحراك ضد كل ما هو اسلامي، كل ما هو اسلامي بمعنى مسلم. ولهذا يجب ان لا يكون الاعلام مؤججا لهذه الظاهره. Alors le souci, c'est le problème des médias mainstream, par exemple, c'est qu'ils s'arrêtent aux faits divers, ils ne prennent pas le temps d'expliquer. Il y a eu des raccourcis quand même assez graves qui ont été faits par rapport au burkini, et ça qui n'a pas été suffisamment expliqué que c'était avant tout un business. Le burkini n'a été inventé que pour des raisons purement économiques, avant tout. Et que la personne qui a créé ce maître de vêtements n'est même pas musulman, et que c'est pour répondre à une demande, et tout simplement. Et tout de suite, on a donné l'impression que c'est une utilisation politique du vêtement, du corps de la femme, etc., etc. Donc oui, dans ce sens-là, les médias n'ont pas suffisamment expliqué, n'ont pas joué leur rôle. C'est plutôt ça. Donc, et c'est là où nous, on joue aussi un rôle, autant que médias. On est là pour traiter suffisamment ces questions-là, on explique suffisamment, puis aussi on connaît ces sujets-là parfaitement, donc on est beaucoup plus à l'aise pour les traiter. Arrivé, moi, à titre personnel, d'être invité à une émission de télévision et qu'une heure après, on m'annule l'émission de télévision, mais parce que la personne que je devais avoir en face de moi refusait le débat et refusait même ma présence en tant que telle. Parce que c'est un regard qui allait être un regard critique et un regard sociologique, surtout le fait de revenir à la réalité. Donc bien sûr, les médias dominants de manière générale ont une responsabilité importante.
y a une responsabilité politique et en partie médiatique je dirais de jouer quelque part, de surfer avec un climat qui est objectivement anxiogène, hein, qui est donc celui bon, voilà, des attentats, etc., que vous avez évoqué. Et donc un certain nombre de personnalités politiques se contentent d'avoir des propos de nature islamophobe simplement parce qu'ils estiment que ça va dans le sens des attentes de tout un électorat et donc ils se positionnent comme ça. Vous avez par exemple Nicolas Sarkozy qui a pendant plusieurs années eu un discours de manière massive qui était un discours islamophobe. On peut raisonnablement penser, vu qu'il a beaucoup changé de position sur beaucoup de sujets et qu'il avait des propos très favorables à la création d'un islam français, d'un islam républicain quand il était encore ministre de l'Intérieur, on peut légitimement penser qu'il y a de sa part un opportunisme en la matière. Donc la principale explication du basculement dans des discours islamophobes de la part de toute une partie de la classe politique, c'est simplement l'opportunisme. Parce qu'il y a toute une partie de la population française qui elle-même a basculé non pas dans l'islamophobie mais dans l'islamo-psychose. Et pendant ce temps-là, vous avez ceux qui par contre le font par conviction. C'est en particulier le cas de l'extrême droite. Marine Le Pen est quelqu'un qui est dans dans des croyances profondément racistes. Je vous prends un exemple pour le prouver. Marine Le Pen, il y a quelques années, de mémoire c'était en septembre 2015, elle l'a recommandé aux auditeurs d'une radio où elle était interviewée, c'était Radio Classique je crois, elle leur a recommandé, pour comprendre la crise des réfugiés, de lire un roman qui s'appelle Le Camp des Saints, de Jean Raspail. Le Camp des Saints est un roman épouvantablement raciste des années 70, dont la thèse principale est l'existence des races humaines et l'inégalité entre ces races humaines, au bénéfice, bien sûr, de la race blanche. Et donc, Marine Le Pen, en 2015, vous recommande cette lecture-là pour comprendre la crise des réfugiés. Donc, eh bien, par ailleurs, Marine Le Pen, c'est quelqu'un, en fait, qui usurpe la valeur de laïcité pour vouloir une persécution croissante du fait religieux musulman dans la société française. Ça fait quand même des années qu'il y a une installation de cette force politique qui, elle, veut clairement instrumentaliser les questionnements de certains, les peurs d'autres, pour créer effectivement un état de panique identitaire. Bonne partie des musulmans, de ceux qui se définissent comme musulmans, sont français. Et donc déjà, dès le départ, si on oppose une communauté française et une communauté musulmane, on reproduit un schéma qui n'est pas un schéma réel. Mais c'est pourtant un schéma qui est reproduit, qui est diffusé par ceux qui refusent l'islam, mais également par ceux qui, les plus extrémistes, refusent qu'on puisse être musulman et français. Il y a ceux qui pensent qu'on ne peut pas être français et en même temps musulman, et ceux qui pensent qu'on ne peut pas être musulman et en même temps français. Et donc, il n'y a pas d'opposition. La question, on est dans une période post-moderne où les identités sont plurielles. La question de l'intégration des musulmans, moi je parlerais plutôt d'inclusion, parce que à partir du moment où une grande partie d'entre eux sont français, sont des citoyens français, je dirais que la question de l'intégration est finalement assez dépassée d'une certaine manière. Le problème, ce sont les discriminations qui persistent, voire qui s'amplifient. Alors elles persistent, pourquoi ? Pareil, parce qu'il y a eu extrêmement peu de travail qui a été fait sur ce sujet. On laisse des instincts humains discriminants, finalement, prendre des places de gestion des modes de recrutement, des modes d'attribution des logements, des modes d'accueil dans les lieux de loisirs, etc. Alors qu'il faudrait à la fois être poser un cadre
qui limite, voire empêche les discriminations, et puis faire aussi un travail d'éducation, parce que, je dirais malheureusement, il y a un instinct un peu discriminant chez chacun d'entre nous. D'ailleurs, une personne musulmane peut être elle-même discriminante vis-à-vis d'une autre population. Vous voyez, c'est pas réservé uniquement à une partie de la population. On est des identités multiples. Il y a beaucoup de choses qui nous définissent et tout le monde n'a pas le même rapport à sa religiosité. Et donc, est-ce qu'on peut être... pourquoi est-ce qu'il y a une opposition entre Français et communauté française et communauté musulmane? Parce qu'elle est construite, cette opposition. Elle est dans les têtes, mais ça a des effets dans la réalité sociale. Et c'est parce que c'est dans les têtes que ça a des effets sur la réalité sociale. On est incapable en France, mais depuis la période coloniale, de construire un imaginaire commun. Voilà, on en parle. Au niveau des lois, moi je pense que la plupart des Français qui sont musulmans sont français et bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs, mais avec des discriminations, avec des oppositions, avec de la stigmatisation, ce qui freine beaucoup les uns et les autres pour avancer dans leur vie sociale. Il n'y a que l'islam qui existe comme identifiant dans leur vie. Finalement, ils se résument à être musulmans. Sauf que, pardon, ne serait-ce que si on prend leurs origines familiales au niveau des pays dont ils viennent, pardon, mais un Français de confession musulmane qui est d'origine algérienne ou qui est d'origine marocaine, je vous garantis que c'est pas la même chose. Donc déjà, on oublie que ces gens ne se résument pas à leur confession. Un être humain ne se résume pas de manière générale, à ses orientations spirituelles. Voilà. Ça peut être plus ou moins important dans sa vie, mais la richesse, la complexité et la profondeur de chaque être humain ne se résument pas à un étiquetage religieux. La définition donnée de la laïcité par un certain nombre d'intervenants du débat public français, en fait, est une dénaturation de la laïcité. C'est la transformation de la laïcité, qui est un principe en réalité, depuis la loi de 1905, c'est un principe de neutralité de l'État, des administrations et du service public envers toutes les questions spirituelles. C'est la transformation de ce principe de neutralité en une pseudo-laïcité qui, elle, est en réalité un principe d'hostilité et d'intolérance envers le fait religieux en général, mais le fait religieux musulman dans l'espace public en particulier. La dynamique des citoyens qui veulent conserver une France multiculturelle, elle est très vive. Elle est malheureusement peu visible du côté des grands médias, du côté des partis politiques, qui aujourd'hui parlent de ce sujet avec beaucoup de conservatisme, beaucoup de peur, et puis quand c'est pas le cas, j'irais beaucoup de discrétion. Donc on manque de gens qui assument la réalité de cette France multiculturelle. Pourquoi faut-il l'assumer? Parce qu'elle est légitime. La France multiculturelle est un produit de l'histoire de France et de l'histoire des relations entre la France et plusieurs parties du monde. Elle est totalement légitime à être et elle est irrémédiable, quelque part. C'est un fait. C'est un fait d'histoire et c'est un fait de société. Le problème est de passer d'une société multiculturelle à une république multiculturelle, c'est-à-dire qui reconnaissent les apports de toutes ces composantes, qui ne gère pas cette république par communauté, c'est pas ce dont on a envie, mais qui, je dirais, se nourrissent de toutes les dynamiques culturelles, économiques, entrepreneuriales, linguistiques, à tous les niveaux que cette multiculturalité porte en elle, son potentiel.